Merci pour cette première table ronde où il y a déjà beaucoup de questions qui se posent et je vous rassure, vous pourrez réintervenir après chaque table ronde et aussi dans les moments de transition. Donc on va pouvoir continuer à débattre et énormément de sujets et de réponses qu'on a apportées. J'ai le plaisir d'accueillir donc sur scène pour cette deuxième table ronde animée par Ninoué Descamps, Pierre Plotu, qui est journaliste à Libération, qui suit particulièrement l'extrême droite et qui pourra nous éclairer là-dessus. Pierre-Eugène Bugard, qui est avocat en droit de la presse, et avec des annonces qu'on va vous faire, qui est ici, également militant socialiste, je le dis, à Paris, et qui pourra intervenir sur des sujets liés aux procédures telles que la diffamation, telles que voilà, les choses qu'on peut rencontrer au quotidien là-dessus. Et enfin, Chloé Ridel, eurodéputée, qui également pourra nous donner son éclairage sur le sujet de la désinformation de masse et comment on peut, au niveau européen, réguler les médias et réguler cette désinformation. Je vous laisse la parole et merci encore pour votre présence. Merci Sarah. Alors, désinformation de masse, fake news, comment contrer, riposter, c'est très dans l'air du temps, on va dire, hein, parce que entre les sujets d'actualité qui nous arrivent en pleine figure, avec Trump qui est réélu, avec Musk qui est son allié objectif, avec les réseaux Bolloré notamment, qu'on voit la mainmise qu'ils ont, notamment sur le JDD, Europe 1, CNews, TPMP, qui rebascule maintenant sur Internet, les ingérences russes aussi. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont sur les réseaux sociaux comme X, mais on commence à identifier, on voit apparaître des profils russes qui disséminent de la haine de la France, telle qu'ils n'aiment pas la voir en tout cas, et aussi des fake news, et ils espèrent que ça se répande dans les réseaux sociaux et que les Français s'en emparent pour déstabiliser les pouvoirs en place, et l'Europe particulièrement aussi. Donc à cette table ronde, on a souhaité inviter 3 personnes qui ont un champ d'action très très étendu pour justement essayer de contrer le sujet le mieux possible et pour avoir une vision, on l'espère en tout cas, exhaustive. Alors avec nous, il y a Pierre Plotu qui est journaliste à Libération, spécialiste de l'extrême droite parce qu'il fait beaucoup d'articles sur l'extrême droite, qui est auteur avec Maxime Massé de Pop Fascisme, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet. Alors je vais vous livrer une anecdote, c'est que j'ai appris l'existence de son livre, et je lui ai dit d'ailleurs, parce que un militant d'extrême droite, un troll d'extrême droite, avait dit sur Twitter « Ah, il y a encore un gauchiste de Libération qui sort un livre. » Et il met l'image du livre. J'ai dit « Tiens, j'étais pas au courant. » Ah, ben, je l'ai commandé, je l'ai lu, j'avais fini de le lire la semaine d'après. Donc, comme quoi, des fois, ils sont utiles, ces petits trolls d'extrême droite. Ils nous informent de choses sur lesquelles on est passé à côté. Chloé Ridel, qui est députée européenne pour la délégation du Parti Socialiste et qui s'acharne sur Musk. Elle fait beaucoup d'interventions sur Musk, sur les réseaux sociaux, sur Trump. Donc elle va nous en parler. Pierre-Eugène Bugard, qui est spécialiste, avocat spécialiste en droit de la presse, donc qui va pouvoir nous éclairer aussi, parce qu'il y a un cadre législatif dans tout ça, dans la désinformation, la fake news, la haine en ligne. Et c'est important qu'on ait un regard aussi juridique et légal sur ça. Alors je vais commencer déjà, merci à tous les 3 d'être là. Je vais commencer par une question à Pierre Plotu. Alors parce que l'extrême droite semble exceller dans l'art de transformer les demi-vérités en récits viraux, justement, j'en parlais en introduction. Est-ce que tu as identifié des mécanismes narratifs qui expliquent ce succès et comment les contrer sans amplifier leur portée? Oui, bonsoir. Enfin, bonjour, pardon. J'ai dormi, je vous rassure. J'ai dormi. Je suis ravi d'être là, je suis ravi de voir que vous êtes nombreux. Merci pour l'invitation. Donc, je suis journaliste à Libération. Effectivement, je travaille sur l'extrême droite radicale au jour le jour avec mon collègue Maxime Massé. On a commencé, je vais faire juste très court, hein, pardon, mais on a commencé en fait en travaillant sur le terrorisme d'extrême droite
il y a bientôt une dizaine d'années, donc on était à ce moment très charnière après les attentats de 2015, où les services de renseignement craignaient quelque chose, une réponse, entre guillemets, un match retour mené par l'extrême droite radicale. Et en fait, en suivant les audiences, en allant parler avec les avocats, en lisant les dossiers, en parlant à tous ces acteurs de ces affaires, on s'est vite rendu compte qu'il y avait des noms qui revenaient très souvent, parce que je ne sais pas si vous savez comment ça se passe, hein, ce genre de procès commence très souvent par, à chaque fois par un interrogatoire de personnalité du prévenu ou du mis en cause, et Papacito, Éric Zemmour, tous ces gens-là revenaient continuellement en boucle quand on parlait à ces gens de pourquoi ils en étaient arrivés là. Factuellement, c'est-à-dire la volonté de poser des bombes, tuer des gens, etc. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on se met à se dire qu'on ne peut pas travailler sur la radicalité d'extrême droite, sa radicalité ultime, hein, la tentation terroriste, sans travailler aussi, bien évidemment, sur le groupusculaire, la violence de rue, du quotidien, la propagande, etc., mais surtout sur cette propagande, justement. Comment ces récits sont devenus viraux, comment ces récits, à un moment donné, atteignent la masse critique d'auditeurs pour faire en sorte que, prendre un exemple tout simple, vous dites une énormité, il y a 10 personnes qui l'entendent, la possibilité que sur ces 10 personnes, il y en ait une qui se dise « Tiens, il faut que je prenne les armes pour passer à l'action », elle est infime, elle est minime. Elle est même inexistante. Si vous prenez 100 personnes, toujours 1000 personnes, toujours 100 000, 1 million, là, techniquement, en termes de probabilité, vous avez la possibilité de toucher quelqu'un. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, factuellement, dans notre société, on a atteint cette masse critique. Pour comprendre comment on en est arrivé là, je pense qu'il y a 3 points, et je vais essayer de faire court, pour ne pas me transformer en prof d'université, prétendu prof d'université, pardon. En fait, il y a 3 choses. Il y a un historique, l'historique d'une idée, d'une pratique, d'une méthode. Il y a les troupes, l'écosystème qui la met en place. Et il y a enfin la rencontre avec une ère du temps et des outils technologiques. Donc sur l'historique, très rapidement, hein, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a le GRES, le groupement de recherche et d'études sur la civilisation européenne. Vous noterez européenne, déjà un euphémisme derrière lequel se cache le mot race, hein. Une vision du monde basée sur la couleur de peau, sur l'Occident, le monde blanc, ce genre de choses. Ce GRES, au sein duquel on retrouve des gens comme Dominique Vénère, Alain de Benoît, des gens dont la pensée continue à essaimer jusque dans l'esprit des plus jeunes, hein. Les générations qui militent aujourd'hui dans la rue à l'extrême droite radicale se portent la pensée de Dominique Vénère. On a même une députée, alors apparentée RN, Anne Sicard, qui a été cadre, dirigeante de l'Institut Iliade. L'Institut Iliade a été créé au lendemain du suicide de Dominique Vénère à l'intérieur de Notre-Dame de Paris, suicide qui avait été pensé comme pour provoquer un sursaut du peuple français, etc. Et l'Institut Iliade vise à prolonger, perpétuer, répandre, travailler la pensée de Dominique Vénère. C'est écrit dans ses statuts, hein. Donc on a ce groupe, ce GRES, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui va se demander comment travailler à la victoire, non pas de demain, non pas d'après-demain, mais de bien plus longtemps. Ils le savent, ils en sont conscients. Et à ce moment-là, ils font de la rétro-ingénierie de ce qui fonctionne à gauche. Ils vont aller chercher notamment le gramscisme, donc cette pensée théorisée par un penseur italien très, très, très à gauche, qui veut que avant de conquérir les bulletins de vote, il faut conquérir les esprits et les cœurs. C'est ce qu'on appelle la métapolitique. Cette métapolitique, on va en retrouver la trace, par exemple, cette fameuse conférence « Il faut débrancher mai 68 », organisée autour de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a aussi son corollaire, beaucoup plus moderne, qui correspond beaucoup plus à l'ère du temps, mais qui est assez ancien également, c'est le fait de travailler la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, je pense que tout le monde est, mais je vais le redire quand même en 2 mots, c'est le champ du disciple, ce qu'on peut dire dans l'espace public. Par exemple, quelqu'un à la télé qui dirait quelque chose dans un débat, hein, qui dirait quelque chose qui serait en dehors de la fenêtre d'Overton, se retrouverait automatiquement disqualifié. Cette fenêtre d'Overton, on pourrait croire qu'elle a explosé, qu'elle s'est énormément agrandie, mais j'aurais plutôt tendance à dire qu'elle s'est complètement déplacée sous les coups de boutoir, hein, de la fachosphère, de l'extrême droite et de sa propagande. Pourquoi ? Parce que 2 choses. Premièrement, on peut avoir aujourd'hui une candidate, Valérie Pécresse pour ne pas la nommer, qui peut nous parler de grand remplacement ou euphémiser le grand remplacement en parlant de submersion migratoire, etc., dans une campagne présidentielle. Et on a donc le grand remplacement, cette théorie
fondamentalement raciste et d'inspiration complotiste, qui est hérité des penseurs antisémites français de la fin du 19e siècle et qui traverse tout le 20e siècle de manière complètement underground et qui explose en 2015 et qui est aujourd'hui complètement mainstream, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est un sujet autour duquel un certain nombre de gens sont non seulement invités à se positionner, mais voir le relais intentionnellement. Ça, c'est une première chose. On a la mainstreamisation d'une radicalité de la radicalité, cette théorie. Et on a à côté de ça le terme antifa, antifascisme, qui est presque devenu une insulte. C'est-à-dire que je pense qu'ici, tout le monde considère lutter contre le fascisme, tout le monde considère normal d'être antifasciste. J'en suis même persuadé, pardon. Voilà, on a ce mouvement de fond avec d'un côté une théorie raciale qui est devenue mainstream et de l'autre côté la lutte contre le fascisme qui serait devenu un gros mot. Ça, c'est pour la partie histoire. Ça a fonctionné. Notamment parce que en fait on a des troupes, on a donc une fachosphère, appelons ça comme ça, même si aujourd'hui elle ne se cantonne plus du tout uniquement au web, une fachosphère qui va travailler le fait de répandre ce message, qui va travailler sa viralité. Cette fachosphère, elle a grandi en même temps que le web, c'est-à-dire que l'extrême droite, dès les prémices du web, a vraiment investi Internet. Pourquoi ? Parce que c'est un outil de désintermédiation. Entre le locuteur et le récepteur, il n'y a pas, par exemple, le filtre du journaliste. Le journaliste qui choisirait de ne pas vous inviter, tout simplement, c'est quand même globalement une bonne solution, qui choisirait de vous poser des questions qui fâchent, de mettre en perspective vos réponses, etc., de vous bousculer. Sur Internet, il n'y a pas ça. J'écris, vous lisez. Je parle dans une vidéo YouTube, vous entendez, etc., etc. Donc on a cette désintermédiation, on a cet écosystème donc, qui s'est empilé au fil du développement d'Internet, qui aujourd'hui est omniprésent dans nos vies. Je pense qu'on y reviendra aussi. Donc on va avoir sur YouTube des influenceurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés. On a des blogs comme F de Souche, pour ne pas le nommer, un des plus connus, hein, qui naît vraiment au tournant à l'orée des années 2000, qui cumule des millions de vues par mois, alors que cette soi-disant revue de presse ne vise qu'à propager un discours orienté en instrumentalisant une succession de faits divers. Globalement, c'est ça, F de Souche. Et rendre aussi, tout en se parant des atours du journalisme pour se crédibiliser, rendre ces contenus viraux sur les réseaux sociaux. Et on a enfin aussi, il faut le dire, c'est relativement neuf, comparé au reste, parce que ça commence à faire un petit moment maintenant, on a la bollorisation, appelons ça comme ça, encore une fois, des médias, c'est-à-dire qu'on a des chaînes d'information en continu qui ont fait Éric Zemmour, hein, très clairement. S'il peut être candidat à l'élection présidentielle, c'est parce que pendant des années, il a été mis sur un piédestal, qu'on l'a... Voilà. On a Hanouna sur C8, alors bon, ce ne sera plus le cas maintenant, mais ça continue sur Internet, et bientôt peut-être dans le groupe M6. On a Hanouna qui a invité Vincent Vauquelin, donc le leader d'un groupuscule néofasciste, Thaïs Descuffon, la porte-parole de Génération Identitaire, groupuscule racialiste, et qui a même pu jusqu'à intégrer dans son équipe une partie de ses influenceurs ou de ces gens. Enfin, moi j'ai des photos dans certains meetings d'Éric Zemmour de chroniqueuses d'Hanouna avec un badge organisation autour du cou. D'accord ? Il y a cette... voilà. Après, donc on voit qu'on a une pensée théorisée de longue date et qui porte ses fruits, on a des troupes qui la mettent en œuvre. Pour revenir plus précisément, pardon si je fais des allers-retours avec le micro, pour en revenir plus précisément sur la question des ressorts narratifs, en fait ils sont aussi multiples que les acteurs et les canaux. C'est-à-dire que ça va être le mensonge pur et dur, cette désinformation, ces fake news, ça va être de jouer sur les peurs, ça va être de l'humour aussi beaucoup, qui est très pratique, c'est un parapluie juridique très pratique, l'humour, mais qui permet aussi de disqualifier l'adversaire. On s'en moque, on n'y répond pas, on le met sur le côté et on continue à tracer son sillon, etc., etc. Mais finalement, si on regarde bien, la bataille culturelle, l'extrême droite n'est pas la seule à la mener, loin s'en faut. Ces ressorts narratifs, ils sont vieux comme le monde. Cette fachosphère, qui est effectivement pléthorique, mais finalement pas si nombreuse, on peut se demander pourquoi ça marche. Ça marche, en tout cas, notre travail avec Maxime de suivi au jour le jour nous a amené à penser que ça marche parce qu'il y a une rencontre avec le dernier point, donc un outil technologique, les réseaux sociaux, Internet, qui sont aujourd'hui, donc on l'a dit, des outils de masse. On a tous dans notre poche un smartphone, quel que soit notre âge. On est tous inscrits sur au moins un réseau social, quel que soit notre âge. On est tous confrontés, ne serait-ce que sur WhatsApp, à quelqu'un qui nous envoie des liens, des choses comme ça.
la fachosphère a eu le talent de savoir utiliser ça. Pardon, en fait, on dit souvent que l'extrême droite, c'est des réponses simples à des problèmes compliqués. Et le fait est que notre époque nous démontre que ces réponses simples, elles sont parfaitement adaptées aux réseaux sociaux. Elles sont parfaitement adaptées à un outil de masse sur lequel on s'exprime en 140, alors désormais 280, voire un peu plus si on est abonné, caractères sur Twitter, quelques centaines de signes, quelques secondes, voire quelques minutes maximum dans des vidéos, des choses comme ça. Et enfin, il y a aussi un point qui est important, c'est que la fachosphère sait manipuler, au-delà de manipuler en jouant sur les peurs, des choses comme ça, la viralité, elle sait manipuler les algorithmes. Un réseau social, s'il vous pousse tel ou tel contenu, c'est parce que derrière, il y a une formule mathématique secrète qui calcule la viralité et qui calcule, selon votre profil, ce qu'il faut que vous voyez ou non. Ce n'est pas un mur lisse très égalisé. Et en fait, si on se penche dessus, c'est assez facile finalement de comprendre comment fonctionne un algorithme. Alors ça nécessite du temps, ça nécessite de l'expertise, ça nécessite l'envie de le faire, des moyens, etc. Mais une fois qu'on l'a fait, c'est très facile. Et de la recherche scientifique a démontré, et des livres, par exemple il y a un livre d'Alain Chevarin, dont j'ai oublié le titre, mais qui est vachement bien, pardon, qui est récent, qui montre que pendant l'élection présidentielle, Éric Zemmour, il fait aussi et surtout campagne sur les réseaux sociaux en arrivant, grâce à une toute petite cellule, qui va se renforcer au fil du temps, mais finalement une toute petite cellule de quelques dizaines de personnes qui travaillent à rendre viraux au jour le jour des thématiques sur les réseaux sociaux, non pas son message à lui, des thématiques sur lesquelles un fait divers, c'est encore l'immigration. Vous voyez, basiquement, c'est globalement que ça. Parce que les réponses d'Éric Zemmour ne sont quasiment que celles-ci. Et ça va... parce que notre écosystème aujourd'hui, et je finis sur ça, pardon, je suis déjà trop long, aujourd'hui, il faut savoir aussi que les journalistes, les rédactions ont énormément le nez sur Twitter. La nécessité pour les médias d'être vus, elle est tellement importante qu'il faut aller chercher ces indicateurs que sont les réseaux sociaux de ce qui intéresse les gens à un instant T. Vous verrez fleurir dans tous les médias, je n'en exclus aucun, du plus sérieux jusqu'au plus spécialisé dans le buzz. Vous verrez toujours fleurir des articles tous les jours sur quelque chose qui fait le buzz à un instant T sur les réseaux sociaux. Si vous savez manipuler ces réseaux sociaux, ce fait divers, même pour dire du mal, dire du mal des réponses apportées par Éric Zemmour, par exemple, en décortiquer la simplicité et la fausseté, vous contribuerez à la viralité de ce message, et surtout, ce message deviendra central à un instant T dans le débat public. Merci, on a fait le tour, en tout cas, On a fait le tour de la problématique et on voit bien la complexité du problème et ce qu'on doit combattre en face de nous au final. Quand on est un simple militant derrière son téléphone ou derrière sa tablette, des fois on se retrouve un peu désemparé face à un système qui nous paraît un peu militaire de l'extrême droite. Et du coup, j'ai une question maintenant à Chloé Ridel parce qu'elle travaille activement au Parlement européen. On a des géants du numérique comme Google ou X ou même Meta pour Facebook, qui sont souvent critiqués pour leur inaction. Est-ce que l'Union européenne, en fait, il y a deux choix, est-ce qu'on doit les contraindre par des amendes massives ou opter au contraire pour une co-régulation avec eux pour essayer qu'ils aident à avoir des réseaux un peu plus apaisés et en tout cas une vérité, pas des fake news, quoi, pas de la désinformation de masse comme on peut voir actuellement. Merci Ninoué, bonjour tout le monde. Et un merci particulier à Sarah et à Ninoué pour avoir organisé ce temps ce matin d'échange très précieux. Ouais, on peut vous applaudir. C'est déjà passionnant. Alors sur la désinformation et la déstabilisation sur les réseaux sociaux, l'Europe, elle a les moyens d'agir. Et ce que tu dis, c'est-à-dire soit une approche de sanction ou une approche de co-régulation, l'approche de co-régulation, elle a été tentée. Elle n'a pas abouti sur grand-chose avec, en tout cas, la plateforme d'Elon Musk qui est X. Puisque, au mépris et après même que l'Europe ait adopté une loi qui s'appelle le Digital Service Act, qui établissait des règles claires pour, en fait, poser un principe simple. Ce qui est interdit dans la vraie vie doit être interdit en ligne. Donc, on n'a pas le droit d'insulter, on n'a pas le droit d'être raciste, sexiste, homophobe, etc. Même après cette législation européenne-là,
Elon Musk n'a fait que dégrader les conditions de modération sur sa plateforme. Déjà, il a supprimé, il a licencié les équipes de modération. Il a totalement changé la façon dont, vous savez, on pouvait avoir les petites coches bleues qui, en fait, accélèrent la diffusion de notre message. Avant, il fallait que vous soyez élu ou que vous ayez une position dans une organisation pour avoir la petite coche bleue et donc le droit que vos messages soient vérifiés et davantage diffusés. Aujourd'hui, il vous suffit de payer. Donc ça fait quoi ? Ça fait que si vous avez de l'argent, si vous êtes riche, vous pouvez investir dans la plateforme X pour diffuser vos messages beaucoup plus largement. Donc quand ces gens nous parlent de liberté d'expression, c'est une vaste blague. C'est simplement la liberté des plus riches et des plus puissants à diffuser leurs messages, et en l'occurrence, leurs messages parfois de désinformation et de déstabilisation. Parce qu'il faut distinguer les deux. Vous avez de la désinformation de la Chine, des États-Unis, de la Russie et d'autres. Et vous avez aussi de la déstabilisation du débat public via nos réseaux sociaux. C'est ce que fait la Russie avec les fameuses usines à bots. C'est-à-dire que comment elles fonctionnent, ces usines à bots, c'est des gens qui sont payés, des Russes moyens, hommes et femmes, dont c'est le métier de travailler toute la journée à se créer des faux profils sur les réseaux sociaux et sur tous les réseaux sociaux. Et pour chaque pays, ils ont un tableau avec ce qui fait débat et ce qui divise et ce qui polarise le débat. En France, on a eu évidemment le conflit israélo-palestinien, mais on peut avoir, je sais pas moi, l'A69, les affaires d'OQTF, tout ce genre de faits divers dont vous parliez. Et ces bots-là, ces gens, vont appuyer et vont publier massivement des vidéos qui choquent, vont diffuser des propos. Ils vont amplifier, en fait, ces débats-là et la polarisation qu'ils créent dans notre société. Et avec l'effet des réseaux sociaux, on est chacun dans notre bulle, et bah, progressivement, ça fait grandir une forme d'incommunicabilité au sein de la société française, c'est-à-dire qu'on a l'impression de ne plus se comprendre et de ne plus savoir se parler. Donc ça, c'est très dangereux, mais c'est différent de la désinformation, la déstabilisation. Ça, c'est compliqué de lutter contre. La seule façon de lutter contre, ça passe pas par l'amende, parce que n'importe qui a le droit de débattre sur X sur la base de faits vrais et de diffuser, même si c'est de façon obsessionnelle, c'est permis. Donc comment est-ce qu'on lutte contre la déstabilisation du débat par ces pratiques-là ? Eh ben, c'est en ayant des médias robustes, capables de rétablir un débat public sur les faits, sur de la vérité, de rétablir du dialogue, ce que les réseaux sociaux aujourd'hui ne permettent plus. Et c'est là que c'est inquiétant, puisqu'en France, nous avons 11 milliardaires qui possèdent 80% de la presse écrite, 60% des audiences télé, 50% des audiences radio. Et c'est pas parce que, comment vous dire, il y en a qui disent oui, mais les milliardaires, ils possèdent le média, c'est pas pour autant qu'ils impriment leur marque sur ce média ou qu'ils en contrôlent la ligne éditoriale. En tout cas, on peut avoir un doute. Et donc, la priorité des priorités, c'est quand même d'avoir une grande loi en France, mais aussi en Europe, qui lutte contre la concentration de la propriété des médias dans les mains de quelques-uns. Ça me paraît quelque chose d'ultra prioritaire. Le gouvernement ne fait rien sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on parle de la façon dont on doit se défendre. Tu vas peut-être me dire quelque chose que je ne sais pas, mais je termine juste en disant que on nous parle beaucoup il faut qu'on se réarme. La dissuasion militaire est quelque chose d'important. On a tendance à oublier que la cohésion de nos sociétés, que notre modèle social est aussi quelque chose d'important pour se défendre et assurer notre propre sécurité. Mais il y a le volet informationnel et de comment on garantit qu'on ait des médias qui soient capables de lutter contre la contre-vérité. Parce que si on a d'un côté des réseaux sociaux englués et d'un autre côté des médias qui ne peuvent plus faire leur travail, alors là, c'est tout un monde de l'information qui s'effondre. Et l'Europe ne joue pas son rôle. Je terminerai là-dessus. Cette loi, qui est donc le DSA, ne m'obligez pas à le redire en anglais, vous avez compris, ça a été adopté à l'unanimité du Conseil européen, donc de tous les chefs d'État, et à une très très large majorité du Parlement. Plus de 80% des députés avaient voté pour cette loi. Une enquête contre la plateforme X a été ouverte en 2023. Nous sommes en 2025.
L'enquête n'a toujours pas été conclue. Même Ursula von der Leyen l'a suspendue juste après l'élection de Donald Trump en disant peut-être que comme ça Donald Trump sera plus clément avec nous. Voyez, encore une minute, monsieur le bourreau. Donc il y a une tentation de la part de la Commission européenne d'entrer dans une forme de transaction avec Trump et de dire si vous êtes gentil avec nous, on ne va pas appliquer notre loi à la plateforme X. C'est une honte. On ne peut pas entrer dans cette approche transactionnelle avec l'administration Trump et il faut redire que nos lois ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction. Aucune transaction. Elles doivent juste être appliquées. Et si elles sont appliquées, on peut aller jusqu'à sanctionner la plateforme X pour le fait qu'elle contrevienne de façon flagrante à la loi européenne, jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial, pas seulement de X, mais de toutes les sociétés qui y sont affiliées, donc c'est très puissant, et on peut aller jusqu'à suspendre, si malgré tout, et toujours la plateforme ne se conforme pas, on suspend X, pardon. C'est vrai que les journalistes sont très présents dessus, et nous aussi, mais c'est 3% de la société française, donc on ne va pas, je crois, en mourir, il n'y aura pas des révoltes massives dans la rue. Par contre, ça pourrait permettre d'assainir quand même notre débat public, et c'est un rapport de force nécessaire qu'a engagé le Brésil, avec Elon Musk, et le Brésil l'a remporté sur cette base. On est un marché énorme en Europe. Il faut prendre conscience de cette force et arrêter d'avoir peur d'être une puissance politique que nous sommes déjà, je crois. Merci Chloé. Alors justement, tu parlais du cadre législatif en place, et c'est vrai que est-ce que, enfin, la question que moi je me pose par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que la loi n'a pas vraiment évolué depuis qu'il y a eu l'ère du numérique et les réseaux sociaux et tout ce que ça peut contenir de nouvelles manières de fonctionner ou d'agir dans la société, parce que c'est quand même la société qu'on voit à travers X. Et je rebondis avec Pierre-Eugène. Est-ce que le cadre juridique justement actuel est suffisant pour sanctionner les diffuseurs de désinformation, ou est-ce qu'il faut réformer le droit pour mieux répondre à l'ère du numérique? Merci beaucoup. Déjà, merci de l'invitation. Merci à Sarah d'avoir organisé ce séminaire qui me paraît important aujourd'hui. Le vrai sujet, je crois, c'est que le dispositif légal tel qu'il existe, c'est un peu comparable, si vous voulez, à un filet de pêche avec des énormes mailles. Donc, en fait, le vrai sujet, on a eu le Digital Services Act dont a parlé Chloé, mais en France, aujourd'hui, sur la question des fausses nouvelles et sur la question de leur diffusion, on est vraiment à la peine. C'est pas très positif ce que je vous dis, mais c'est aussi des facteurs d'amélioration, il faut y penser. Vous avez un volet, si vous voulez, régulation, qui est qui est le domaine de l'Arcom sur les médias traditionnels, donc c'est les médias radio, les médias télévisuels. Et par exemple, l'Arcom ne régule pas les réseaux sociaux et par exemple les influenceurs. Ça, c'est déjà un premier point qui me semble-t-il, est un angle mort, si on veut, de la régulation. Et la deuxième chose, c'est que, par exemple, l'Arcom veille au principe d'honnêteté de l'information, que ce soit à la télévision et à la radio. Et ça, c'est depuis 2018. Donc, on voit quand même globalement que progressivement, le régulateur s'intéresse à ces questions. Et je crois que vous tous, vous savez, vous connaissez ce qui s'est passé avec C8 et avec CNews. Je suis quand même allé regarder les chiffres. Il y a 52 sanctions en 12 ans, dont 16 en 2024. Donc il y a quand même un accroissement, si vous voulez, de la régulation et en tout cas de l'attention que porte le régulateur aux différentes obligations des chaînes. Et on a été face à une véritable fausse nouvelle, c'est-à-dire qu'on a entendu dans les médias une espèce de petite chanson venue de l'extrême droite disant qu'on avait fait fermer C8 et CNews. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. C'est que, en effet, le régulateur, donc l'Arcom, qui est en charge de l'octroi des licences,
passe des contrats avec des chaînes et le contrat n'ayant pas été respecté, il n'a pas été renouvelé. Donc on est totalement dans une logique différente et c'est un peu comme si vous aviez grillé des feux à plusieurs reprises et finalement on vous retire le permis. Je crois que c'est un peu la même chose. Et cette espèce de mythologie de l'extrême droite qui consiste à dire que finalement on aurait le droit de tout dire à n'importe quelle condition, et justement, comme le disait Chloé tout à l'heure, pour des intérêts, d'une certaine forme d'intérêt, parce que Vincent Bolloré, aujourd'hui, avec ses chaînes, ou par exemple d'autres médias qui sont détenus par des milliardaires, il y a une volonté de faire progresser des idées qui sont les leurs, et par exemple, j'en veux pour preuve, aux États-Unis, on a Jeff Bezos qui a dit que dans le Washington Post, maintenant, il n'y aurait que des tribunes qui seraient favorables au libéralisme. Donc ça c'est la première chose, et je crois que la concentration des médias, c'est une donnée importante. Il y a eu un rapport qui a été fait au Sénat, qui a été porté par David Assouline, et il faut, je crois, aller encore plus loin sur cette répartition, en tout cas une forme d'attachement démocratique à la pluralité. Donc ça, c'est la première question, c'est la régulation. Voilà, donc l'ARCOM. La deuxième chose, c'est que vous tous, si vous êtes, si vous voyez à l'antenne des propos qui vous paraissent justement comme étant controversés, qui paraissent être des fausses nouvelles, vous pouvez saisir l'ARCOM et il n'y a pas de condition de recevabilité. Donc ça c'est une chose importante, et je crois que le régulateur, ne pourra se saisir d'autant plus qu'il y aura des signalements sur des comportements, comme on a pu le voir par exemple sur ce qui se passait sur C8 avec Cyril Hanouna. Et la deuxième chose, c'est que si vous êtes objet de fausses nouvelles, parce que ça peut arriver, on peut être en tant qu'élu, militant, je ne sais, avocat, ou voilà, en ayant une vie publique qui existe, eh bien, lorsque l'on vous attaque dans des médias d'extrême droite, on a eu un magazine qui s'appelle Frontières qui s'en est pris à Sarah. Il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'en fait on a des médias qui sont des créations d'internet, parce qu'aujourd'hui ça coûte pas cher d'avoir un site internet et de publier à un torchon, voilà, ça coûte pas cher. Parce qu'avant, il faut les médias traditionnels, télévisuels ou papier, ça coûte cher. Donc, vous avez toujours la possibilité d'un droit de réponse. Ça, c'est important, et ça, il faut l'avoir à l'esprit. Il y a un droit de réponse papier, donc c'est l'article 13 de la loi de 81, 1881, 29 juillet 1881. La deuxième chose, c'est sur l'audiovisuel, on a un droit de réponse audiovisuel, et on a un droit de réponse Internet qui est une combinaison entre l'article 13 et la LCEN de 2004. Donc vous voyez, c'est des lois qui sont quand même relativement anciennes, qui gouvernent tous ces principes. Et il faut savoir que, à l'exception du droit de réponse audiovisuel, la simple citation de votre nom vous permet d'exercer un droit de réponse. Dans des conditions qui sont particulières, donc c'est une lettre recommandée avec accusé de réception au directeur de publication. Et par exemple, si vous êtes l'objet, je ne sais pas, sur les médias de Vincent Bolloré ou M6, peut-être malheureusement bientôt, vous êtes cité et vous êtes attaqué, là, le législateur exige que les propos soient diffamatoires. Mais globalement, quand même, 90% du temps, vous pouvez exercer un droit de réponse, et je crois que c'est important, parce qu'on peut penser que c'est assez résiduel et que personne ne va le lire. En fait, au-delà de la simple lecture du droit de réponse, ça embête les chaînes, parce que ça embête les médias d'insérer un droit de réponse, c'est toujours un peu compliqué, et c'est une manière aussi de signifier, de mettre une forme de stop à des propos ou à des articles qui seraient fallacieux. Et j'en terminerai par là, je ne vais pas être trop long. On a dans la loi du 29 juillet 1881 un délit de diffusion de fausses nouvelles qui est aujourd'hui, qui n'est pas employé, pour la simple et bonne raison qu'il est réservé au parquet qui doit engager des poursuites. C'est-à-dire que si vous êtes victime
d'une diffusion de fausses nouvelles aujourd'hui, eh bien, vous ne pouvez pas engager l'action publique sur ce délit. Et ça, c'est un vrai sujet, et je pense qu'on y reviendra, au-delà même des peines qui sont prévues à cet article, parce qu'on se retrouve aujourd'hui, et c'est ce que disait Chloé tout à l'heure, avec des milliardaires, mais aussi des sociétés d'intelligence économique qui diffusent et qui utilisent les médias, certains médias traditionnels. Par exemple, j'ai eu une affaire où un homme d'affaires libanais était l'objet d'une tentative de chantage par une société d'intelligence économique. Et d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est que ce monsieur qui a été condamné par la 17e chambre correctionnelle pour la diffamation, etc., avait été ensuite employé par la Commission européenne pour travailler sur les diffusions des fausses nouvelles. Donc déjà, on est quand même sur quelque chose de particulier. Et cette société utilisait notamment le blog Mediapart en créant des faux articles, mais des faux articles, véritablement, même des sites internet qui paraissaient totalement licites. Donc on avait le blog Mediapart et une espèce de galaxie de sites qui avaient l'apparence d'une certaine forme de légitimité, si vous voulez, avec différents articles, notamment aussi pour promouvoir des dictateurs azerbaïdjanais, etc. Et en fait, ils utilisent aujourd'hui, sous couvert d'une certaine forme de légitimité, des faux sites, des sites internet légitimes comme le blog Mediapart, pour diffuser des fausses nouvelles, et c'est un véritable problème, je crois. Merci Pierre-Eugène. J'ai une question à tous les trois là. Parce que moi, par exemple, mon fils, il est au collège et il avait eu une éducation au numérique. C'est dans les EMC, je crois, qu'ils font ça, qui leur permettent de distinguer le vrai du faux, l'information fiable de pas l'information fiable, la manière de redécouper une information. Donc, moi, je m'interroge, je vous interroge tous les trois surtout. Est-ce que ça vous semble une solution viable à long terme, cette éducation au numérique, ou est-ce que c'est pas un peu long face aux défis qu'on rencontre aujourd'hui sur la désinformation? Oui, je vais commencer si tu veux bien. Moi aussi, ma gamine, ma grande fille est collégienne. Elle n'a pas encore eu ces cours-là. Vivement. En fait, l'éducation aux médias, bien sûr que c'est indispensable. Et c'est un journaliste qui le dit. Je veux dire, à un moment donné, nous devons faire des efforts pour mieux travailler, mieux rendre accessible, bien évidemment. Mais il faut à un moment donné aussi que le grand public soit formé à la consultation en fait d'Internet. Pourquoi ? Parce que quand on dit l'éducation aux médias, j'ai envie de répondre quels médias ? Aujourd'hui, par exemple, pour reprendre l'exemple de ma gamine collégienne, elle a 11 ans. Elle lit pas Libé, à mon grand désespoir, abonnez-vous, tout ça. Personne. Donc elle lit pas Libé, elle lit pas Le Monde, voilà, il n'y a pas de télé à la maison, mais elle a un téléphone portable, l'air du temps, voilà, je m'y suis sacrifié. Elle a un téléphone portable et elle connaît les influenceurs. Pour elle, les médias, c'est ça. C'est YouTube, c'est les réseaux sociaux, c'est WhatsApp. Alors, il n'y a pas de TikTok, de Snapchat, etc. Elle est encore trop jeune, même s'il y a déjà trop de choses, mais elle coule pas. Mais voilà, quels médias ? Si on prend spécifiquement Internet, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, je crois, de tête, c'est quasiment 9 accès sur 10 qui se font à travers une page d'accueil qui est celle de Google. Quand je tape une recherche dans Google, en fait, on parlait tout à l'heure d'algorithme, il y a de nouveau un algorithme qui a défini mon profil. C'est pour ça qu'on vous demande d'être connecté, quand bien même vous pouvez naviguer en navigation privée, mais en fait, c'est pas très étanche. Et cet algorithme va vous servir à vous des réponses. Au-delà de ça, vous aurez une page blanche ou sur fond noir pour les plus écolos d'entre vous, parce que oui, c'est un geste écologique. Vous aurez une succession de résultats qui finalement sont parfaitement lissés. Il n'y a pas de hiérarchie, ou très peu. Sur quelques grands thèmes d'actualité, vous allez avoir des suggestions d'articles. Mais même à l'intérieur de ces suggestions d'articles, par exemple, de temps en temps, on va pouvoir retrouver des médias parfaitement, des sites qui ne sont pas des médias et qui sont des sites de désinformation, qui sont des sites politiques, orientés, etc. Sans même parler du fait qu'aujourd'hui, toute une partie de la presse, des médias qui sont sur Internet, sont tenus par des acteurs qui visent à en faire des outils politiques. Donc l'éducation aux médias,
elle est indispensable, c'est un outil de temps long, mais la question, c'est celle de savoir que faire, enfin, à quoi elle sert, est-ce qu'elle est vraiment utile dans l'urgence dans laquelle on se retrouve. J'ai pas de réponse, je suis désolé, je compte beaucoup sur mes deux collègues du jour pour vous répondre. Moi, je suis un observateur de... Par contre, voilà, je pense que pour rebondir sur les questions de régulation, voire de réglementation qui ont été soulevées, il faut quand même avoir bien à l'esprit que Google, Twitter, tous les autres sont en fait des acteurs, des entreprises privées qui visent à faire de l'argent. Tous leurs services, pour la plupart, sont gratuits, quand bien même il y a parfois des options payantes, sont gratuits, et il y a un vieil adage en marketing, encore une fois, vous devez le connaître, hein, mais si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Leur objectif, c'est de ramasser un maximum de vos informations pour les vendre, parce que ça vaut de l'or. Savoir qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous consommez, ce que vous aimez, quel âge vous avez, etc. etc. Et ça a été démontré, tous ces acteurs le connaissent d'une façon presque intime, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'on peut avoir l'impression, non, votre téléphone ne vous enregistre pas. Si vous parlez d'acheter des nouvelles chaussures et que vous avez une pub de chaussures qui s'affiche quand vous allez sur Google, non, votre téléphone ne vous enregistre pas, mais par contre, votre profil est si pointu qu'en fait, on est capable de savoir ce que vous voulez à un instant T. D'accord ? La question, donc, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces acteurs privés ? Est-ce qu'aujourd'hui, on les laisse être les régulateurs de notre accès à l'information ? Les régulateurs de la hiérarchie de l'information, etc., etc., en France. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est même le sujet... J'enchaîne. Je vais commencer par là où tu as fini. La hiérarchisation de l'information. Avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait des grands médias. Il y avait le journal de 20 heures, il y avait Le Monde, etc. Et eux décidaient combien de pages consacrées à la politique, combien de pages consacrées à la culture, combien de pages consacrées à la science. Ils contrôlaient la hiérarchisation de l'information. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. Ce qui fait la hiérarchisation du contenu sur les réseaux sociaux, c'est le like et le repartage. Et ça n'est pas fondé sur l'importance scientifique d'un contenu. Je ne crois pas qu'un rapport du GIEC soit beaucoup plus partagé qu'une vidéo marrante d'un chat qui secoue la tête sur de la musique techno. Voyez ? Et moi-même, j'adore ce type de contenu. Je le confesse. Il ne faut pas être non plus culpabilisant. Je consomme énormément de mon temps de cerveau à regarder des interviews sur Combini, d'actrices que j'aime bien, de mannequins, je ne sais pas. Voilà, on a tous ces... Mais... la hiérarchisation du contenu pose problème. Il faudrait se poser la question d'une intervention de la puissance publique pour modifier l'algorithme et faire que les contenus qui nous sont proposés ne le soient pas que sur le fondement du like, mais aussi sur une importance, sur qui la diffuse, est-ce que c'est une source fiable ou pas, parce que sinon on finit comme dans le film... comment il s'appelait ce film avec Leonardo DiCaprio ? Sur Netflix, il y a une météorite qui se rapproche de la... Voilà, c'est samedi matin, je suis un peu fatiguée, les amis. Sinon, on finit comme Don't Look Up. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très très important qui nous arrive, là, une météorite qui menace de mettre fin et d'éradiquer l'humanité, mais on se concentre sur autre chose parce qu'on trouve que c'est plus amusant. Et si on ne veut pas finir comme ça, il faut qu'on remettre un peu de raison dans la hiérarchisation des contenus et donc que la puissance publique intervienne. Sur la question de l'éducation aux médias, moi je pense qu'il faut faire très attention à ne pas tomber dans le piège que nous tendent les extrêmes droites. En nous disant, vous empêchez, vous interdisez, vous n'êtes pas pour la liberté d'expression. Historiquement, mais c'est nous, la gauche, qui sommes pour la liberté. C'est nous, les radios libres. C'est nous, les libertés individuelles. Et aujourd'hui, les extrêmes droites subvertissent tout de ce qui ont été nos combats historiques. La liberté, le féminisme, encore il y a quelques jours dans la manifestation, où l'extrême droite investit massivement la marche féministe pour nous dire « Ah mais vous, la gauche, vous ne parlez jamais des violeurs sous EQTF, etc. » Enfin bon. Donc, ne tombons pas dans ce piège-là et ne procédons pas par toujours l'interdiction. Je reviendrai sur l'interdiction de C8. Chez moi, dans le Gard, je peux vous dire que ça provoque une colère chez les gens. Alors, ils ne comprennent pas que c'est toujours, enfin, voilà, c'est toujours diffusé, c'est juste... Mais une colère
c'est vraiment une forme, pour eux, c'est comme si on les méprisait, quoi, de leur enlever ça, on me dit. Vous m'enlevez ça, c'était mon plaisir, etc. Il faut l'entendre aussi, ça. Et donc, sur l'éducation aux médias, il faut laisser, je crois, les enfants être exposés. Moi, je n'en ai pas moi-même, mais je vis avec, en l'occurrence, l'enfant de mon compagnon qui a 10 ans et qui, effectivement, regarde beaucoup YouTube. Et qui, à table, commence à nous dire des trucs du style « le féminisme, c'est nul » ou des trucs à la limite racistes. On s'aperçoit qu'il regarde un influenceur qui s'appelle Thibaut InShape. Voilà. Qui, là aussi, n'est pas frontalement dans le débat d'idées, qui, au prétexte de donner des conseils pour être musclé, pour être un vrai homme, diffuse cependant une idéologie. Et donc, il faut laisser les enfants, qui aussi ont besoin parfois de se faire leur propre idée, de se démarquer de leurs parents, de provoquer. Il faut les laisser regarder et ensuite en discuter, être capable d'en discuter par contre avec eux. Donc c'est à la fois un travail de l'école, et il faut que ce soit beaucoup plus fait, mais aussi un travail de la cellule familiale qui me paraît indispensable. Mais je crois qu'il faut vraiment toujours être dans cette logique de discussion plutôt que d'interdiction, de rhétorique, d'essayer d'entrer en dialogue plutôt que de se fermer au moindre propos choquant qu'on entend. Je sais que c'est difficile, mais je crois que c'est notre devoir en tant que militants. Moi, juste pour ajouter un point, je pense qu'en effet, il y a une forme d'éducation, de dialogue à avoir, mais il y a une forme de responsabilisation, c'est-à-dire que très souvent, on se retrouve dans le tribunal correctionnel avec des prévenus qui disent « je savais pas, je pensais pas que j'encourais des poursuites, moi je me suis juste exprimé, c'était pour rigoler, etc. etc. » En fait, il y a une vraie méconnaissance, je crois, des sanctions qui existent. Et il y a un travail à faire sur la sensibilisation et le dialogue sur les fausses nouvelles et sur les diffusions de théories masculinistes, etc. Mais il faut vraiment sensibiliser les gens aussi, à tous les âges, hein, parce que y avait un député qui était cyberharcelé, une des personnes qui a été condamnée, qu'on a fait condamner, elle avait 70 ans. Et elle a envoyé un courrier en disant je vais vous mettre une balle ou enfin voilà, on est quand même dans un monde où même si on est vieux, on n'a pas souvent compris ce qu'on encourait. Et je crois que il y a une vraie chose là-dessus. Et le deuxième point, peut-être juste pour être bref, c'est que l'Arcom, par exemple, veille à la séparation entre le divertissement et l'information à la radio, dans les médias audiovisuels. Et on n'a pas aujourd'hui cette véritable séparation chez les influenceurs. Donc en fait, on se retrouve avec des contenus qui sont mi-divertissement, une espèce de vernis d'actualité. Et en fait, c'est ça, je crois, qui est plus pernicieux. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment où est la limite. Et il faudrait peut-être, sans doute, veiller à éduquer les gens, mais à faire une véritable régulation et à contraindre à ce genre de contenu, à être soit divertissement, soit information. Mais on ne peut pas avoir les deux. Voilà. Alors j'ai adapté un peu les questions parce qu'on a évoqué quand même pas mal de choses et je voudrais qu'après on puisse échanger avec la salle et pas être trop loin entre nous. Moi j'entends souvent Jordan Bardella dire, et Marine Le Pen d'ailleurs, c'est une atteinte à la liberté d'expression, le fait que C8 sorte des canaux TNT au mépris, alors en oubliant consciemment qu'il y a quand même eu 52 sanctions en très peu de temps. Mais quelle est où doit-on situer la limite entre la liberté d'expression et la désinformation, la fake news? Moi, je dis souvent, quand j'interpelle Jordan Bardella, la liberté d'expression, c'est pas la liberté d'être homophobe, c'est pas la liberté d'être xénophobe, c'est pas la liberté de harceler. Et ça me semble important de le rappeler. Mais pour vous, la limite, où on doit tracer la ligne entre les deux, entre la liberté d'expression et le reste?
Merci. Mais la liberté d'expression, c'est bien. Non, pardon. Il y a un contrat social. Ce qui fait qu'on fait société, c'est justement parce qu'il y a des limites. C'est la version française qui s'oppose notamment à la version américaine de la liberté d'expression. D'où aussi une certaine dichotomie avec des acteurs sur Internet qui sont quand même majoritairement américains et qui ont donc une autre approche et qui se retrouvent confrontés, qui doivent être confrontés pour comprendre à des régulations, pour comprendre donc la version française de la liberté d'expression. Voilà, je suis désolé, je ne m'attendais pas à ce que ce soit moi de répondre. Donc en fait, je crois que trop de liberté d'expression tue la liberté d'expression et inversement. Donc, en fait, il y a une forme d'équilibre qu'il faut avoir entre les droits, et c'est d'ailleurs ce qui se fait tous les jours. C'est-à-dire que quand on a des poursuites en diffamation, le juge est là pour vérifier qu'en fait l'information du journaliste n'est pas disproportionnée. Il y a une certaine forme de jurisprudence qui existe sur la base factuelle suffisante, ce qui est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et il y a toujours ce balancier qui est omniprésent. Et l'extrême droite, pour répondre à ta question, a une vision extrêmement libérale. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, la liberté d'expression, c'est la liberté de tout dire et à n'importe quel prix. Eh bien non, c'est pas ça. On est dans un pays civilisé, on a des lois, et la loi est faite pour être appliquée. Et je crois qu'il y a une forme de conscience, parce qu'ils savent que si il y a une liberté d'expression à outrance, eh bien ça va leur bénéficier. Voilà. Juste un mot rapide pour dire que on est dans un combat politique très dur sur les limites de la liberté d'expression. Tu poses la question juste, où on a des extrêmes droites qui tentent d'importer en France et en Europe un modèle américain de la liberté d'expression, qui n'a pas de limite, y compris sur les propos les plus choquants, négationnistes, ainsi de suite. Je pense et je reconnais la tension fondamentale qui existe, c'est-à-dire que si on laisse la liberté d'expression aller sans limite, et que derrière il y a des milliardaires organisés qui soutiennent des expressions racistes ou à tendance autoritaire, on arrive à construire des sociétés qui vont revenir sur le champ même de la liberté d'expression. Donc il faut qu'on maintienne une forme d'équilibre. En Europe, notre modèle est le bon. Il y a des limites à la liberté d'expression. On ne peut pas tout dire. Et donc moi je pense qu'il faut s'accrocher à... Vas-y, pardon. Je t'en prie, fini. Excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. En fait, je voudrais juste apporter deux points. Le premier, c'est que Cyril Hanouna, qui ne peut plus... Enfin, c'est un bon exemple qui nous montre aussi qu'Internet, c'est un Far West. À la télévision, sur C8, effectivement, l'ARCOM, il y a des outils de régulation. Alors j'ai beaucoup employé ce mot, mais bon, il y a des outils de régulation. Il y a, à un moment donné, la loi a été enfreinte, et donc il y a des sanctions qui tombent. Cette concession de service public gratuite, qui est une fréquence TNT, lui a été retirée. Je pense que c'est une évidence, c'est l'exemple du permis et du feu rouge que tu employais tout à l'heure, c'est une évidence. La deuxième chose, je tempérerai un tout petit peu, la question de la vision de la liberté d'expression de l'extrême droite. En fait, l'extrême droite, elle veut pouvoir tout dire, elle, et elle veut empêcher les autres de parler. Parce que l'objectif, quand même, et on le voit aux États-Unis, c'est de ne plus parler de wokisme, alors ce mot qui ne veut rien dire, de progressisme, en fait. On n'a plus le droit de parler des droits des minorités, on n'a plus le droit d'avoir des revendications quand on est une minorité, etc., etc. La liberté d'expression de l'extrême droite, la vision, de la liberté d'expression de l'extrême droite n'est pas libérale, elle est autoritaire, et elle ne vise à ne la laisser parler qu'elle. C'est le conseil militant que je voulais qu'on se donne collectivement pour terminer. Il faut pointer sans cesse ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est-à-dire une vaste censure du monde scientifique, avec des gens qui sont des mots qui sont supprimés des articles scientifiques, femmes, wokisme, le fait d'être inclusif, des fonds qui sont retirés aux recherches en matière d'écologie. Et donc, on voit bien que le système se retourne sur lui-même, et ça marche très bien, parce que ceux qui nous expliquaient qu'ils étaient les chantres de la liberté d'expression, aujourd'hui sont les premiers censeurs. Et donc, insistons là-dessus, parce que ça marche, y compris pour montrer aux gens ici ce qui se prépare
si on laisse beaucoup trop de terrain à ces gens-là. Alors j'ai une dernière question et après on pourra passer aux questions, enfin aux échanges avec la salle, et elle me semble importante parce que c'est pour recadrer un peu. Si vous deviez proposer une mesure concrète et immédiate pour contrer la désinformation de masse, quelle serait-elle et comment éviter qu'elle ne soit détournée? C'est aussi ça. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer. Pardon. Moi, j'en proposerai deux. La première, elle est personnelle. Enfin, encore une fois, je suis un observateur. Je suis journaliste. Je suis pas militant. J'essaye de maintenir. Avec Maxime, on essaye aussi beaucoup de maintenir cette. Là, je réponds en tant qu'expert. Enfin, expert. C'est très prétentieux, mais en tant qu'observateur avisé d'un phénomène. Il y a deux choses. La première, lutter contre la viralité et donc lutter contre l'instrumentalisation des algorithmes par la fachosphère. Typiquement, le principe, c'est que vous voyez un message de Thaïs Descuffon, d'Éric Zemmour, Sarah Knafo, que sais-je, sur Twitter qui vous indigne. Le premier réflexe, c'est de le retweeter, de le repartager pour dire « Ah là là, c'est n'importe quoi ». C'est à ne surtout pas faire. Voilà. Une première mesure d'hygiène personnelle, vous ne faites pas ça parce que pour l'algorithme, vous l'avez partagé. Vous contribuez à sa viralité. Il faut savoir que c'est un des vieux principes de ces algorithmes, notamment, c'est le fait que quand on n'a pas aimé un restaurant, par exemple, on va en parler à 10 personnes. Quand on l'a aimé, on va en parler à 2 personnes. Et bien, ce principe-là s'applique aussi sur Internet. Quand vous n'aimez pas quelque chose, vous allez avoir 5 à 6 fois plus tendance à le critiquer, le partager, le faire savoir, etc. Donc, vous contribuez à sa viralité. Typiquement, si vous voulez vraiment le faire, soit vous dites la dernière billevesée de un tel, c'est vraiment n'importe quoi, soit vous faites une capture d'écran de son message pour informer les gens, vous partagez cette capture d'écran. C'est pas la même chose. Tout bêtement. Bon, après, il y en a plein d'autres. Hein. Après, moi, on a écrit un livre avec Maxime, effectivement, qui s'appelle aux éditions Divergence, Pop Fascisme, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet. Achetez-le, abonnez-vous à Libé, tout ça. Pardon. En fait, et je vais juste prendre 5 minutes, mais je vais essayer d'être très rapide, pardon. Ce bouquin, on était très en retard, on devait le rendre au soir du résultat, enfin même avant, des élections européennes. On avait négocié avec notre éditeur, qui est particulièrement conciliant, intelligent, beau, fort, etc., Johan Badour. Et en fait, le soir des résultats des élections européennes, il y a la dissolution. Ce bouquin qui avait été pensé, nous en tout cas, on l'avait pensé avec Divergence comme une brique de la réflexion en vue de construire quelque chose contre ce mur qu'on voit tous arriver, qui est 2027. On aimerait bien essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. On n'est pas militant, mais on reste néanmoins des journalistes engagés, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, loin s'en faut. Et donc, là, le truc, c'est qu'on voit en direct, avec cette campagne en plus éclair des élections législatives, en fait, in vivo, en temps réel, ce qu'on pouvait imaginer qu'arriverait en 2027. Et donc on décide de chambouler complètement le dernier chapitre, bon, un chapitre sur 6, ça va. Mais on décide, en plus de notre boulot de journaliste, de complètement chambouler ce dernier chapitre et en fait d'attendre de voir le résultat pour l'écrire. Tout ça pour vous dire quoi ? Nous, notre analyse, et celle des spécialistes qu'on a interrogés, de nos collègues à Libération, de nos collègues dans d'autres médias, de gauche comme de droite pour certains, il n'y a pas que des gens de droite dans les médias de droite, de cette élection législative, de cette campagne, c'est qu'en fait, il y a 3 voire 4 temps. Le premier, c'est en gros des sondages qui s'interrogent sur quelle majorité pour Jordan Bardella au soir du second tour des élections législatives. C'est comme ça que ça commence. Bon, après la gueule de bois, bien évidemment, du résultat du 9 juin. Le deuxième temps, c'est la constitution du NFP, du nouveau Front Populaire, sous la pression, j'ai envie de dire, mais c'est pas le bon terme, en tout cas à la demande d'un formidable élan des militants, notamment, et aussi des appareils qui arrivent à s'entendre, qui créent cet outil qui sera décisif. Le troisième temps, bien évidemment, on y a participé à Libé, mais c'est un mouvement collectif de la part de l'ensemble des médias français, c'est celui des brebis galeuses, d'aller prouver que non, le Rassemblement national aujourd'hui, ce n'est pas seulement un peu de libéralisme, un peu de poujadisme, un peu de que sais-je, c'est raciste. Il y a de la place pour les antisémites, pour les racistes, pour les néo-nazis, pour tous ces gens-là, à l'intérieur de ce parti, au point même que certains d'entre eux, on a calculé, c'est 20-25%, sont investis pour le représenter à l'Assemblée nationale, voter la loi.
c'est quand même quelque chose de fondamentalement, et ça crée heureusement de l'émotion, mais moi je pense que le vrai sujet de cette élection, de cette campagne, ça a été le vrai game changer, comme disent les Anglais, l'élément décisif, voilà, ça a été le sursaut de la société civile. Des militants, bien évidemment, mais aussi beaucoup des influenceurs. On va parler des footballeurs, on va parler d'un certain nombre d'artistes, trop peu, mais quand même, et plutôt jeunes d'ailleurs. On va parler aussi beaucoup donc, de ces influenceurs. On a parlé de Thibaut Inchep, mais on peut parler de Squeezie, on peut parler de Lena Situation, on peut parler de Crazy Sally, on peut parler de beaucoup d'entre eux, qui comptent tous des millions d'abonnés. C'est-à-dire que si on prend par exemple Squeezie, à lui tout seul, il est plus fort que toute la fachosphère réunie sur YouTube. Et quand lui dit « ne votez pas pour l'extrême droite, c'est un danger, voilà pourquoi, etc. », et bien ça a de l'impact. D'accord ? Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est un impensé, pardon, je sais que je suis devant des militants, donc ne prenez pas comme une leçon, en tout cas, je pense que, voilà, pour en revenir, notre bouquin, il s'appelle « Comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet », et on a coutume de dire, parce qu'on a fait le tour de beaucoup de gens pour en parler avec Max, on a coutume de dire qu'elle l'a gagné, oui, mais faute d'adversaire en face. Merci Pierre. Tu veux rajouter un mot ? Juste un petit mot. Sur les mesures concrètes. Oui, en fait, aujourd'hui, c'est effrayant. Les diffamations et les injures simples ne peuvent pas être identifiées sur Internet. Donc il y a une évolution législative qui est nécessaire. Je sais que Arthur Delaporte il travaille avec la régulation des plateformes en ligne, donc on aura peut-être une planche de salut très bientôt, mais c'est très inquiétant. Voilà. Merci Pierre-Eugène. Maintenant, on va passer... il y a beaucoup de mains qui se lèvent. La parole à la salle. Tu repères les... je ne sais pas du tout. Parce que tout le monde a levé la main en même temps, donc... choisis. Bonjour, merci à toutes et tous, et spécialement à Pierre Plotu. Je me suis rabonné à Libé que pour la newsletter qui est vraiment super. La question est simple, ça s'adresse collectivement peut-être de ce côté-là. Pourquoi CNews, qui est sans doute bien pire que C8, n'a pas été suspendu ou voilà, il y a un vrai problème. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi, c'est très bien, tu as raison, je pense que la levée enfin des brebis galeuses candidates qui a toutes les élections, hein, en son temps on l'a fait au départemental, on avait eu des brebis galeuses dans 100 départements aux avant-dernières départementales, et est-ce qu'il n'est pas temps aussi enfin de faire le bilan, puisque c'était en début ce matin des interventions, on n'a pas essayé le FN soi-disant, faire le bilan de plus de 10 ans de mairie FN où ce qui se passe est trash, dur, très réac, même s'ils sont souvent réélus, hélas. Merci, bonjour. Il y a un mot très important qui a été prononcé par un des orateurs au niveau de la bataille culturelle, c'est le mot wokisme. Mot que je ne supporte pas, qui, comme vous l'avez dit, ne recouvre rien. Mais par contre, nous, militants du Parti socialiste, on est parfois exposés à ce concept via des amis, via même parfois des militants. Moi, je reçois, alors pas de la part du PS, mais de la part d'associations amies, des invitations à des colloques du type « Le wokisme est-il une menace contre la République ?» Est-ce que dans la bataille culturelle, on ne pourrait pas commencer par balayer devant notre porte et faire un peu de pédagogie envers nos camarades qui se font avoir par ce concept fumeux et qui en plus déporte le débat vers l'extrême droite? Pour moi, c'est vraiment un concept qui amène les gens parfois de la gauche vers la droite et vers la droite extrême. Est-ce qu'on n'a pas un travail en interne à faire là-dessus? Voilà. Oui, moi j'ai une question concernant les médias. N'importe quel militaire professionnel pourra vous dire que s'il n'y a pas de cohésion nationale, il n'y a pas d'armée. Il y a un président de la République qui nous parle d'économie de guerre, de je ne sais pas quoi encore. Mais en temps de guerre, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a la censure.
Et on voit et on entend, moi j'ai dans mes relations beaucoup de gens qui votent pour l'extrême droite, je vois des adhérents de la CGT qui votent pour Zemmour. Bon, il y a des choses en temps de guerre, il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc quand est-ce qu'on va voir la censure régler un peu l'expression des Russes et de leurs partisans, parce qu'ils ont des partisans en France, hein, j'en connais, sur les médias. Il y a des informations qu'on ne diffuse pas, parce que c'est secret, enfin secret sauf pour les vrais espions. Et puis il y a le moral de la population. Donc voilà, vive la censure. Excusez-moi, c'est un peu un gros mot, mais bon, à gauche, il faut savoir l'utiliser à bon escient. C'est tout. Pour que notre cerveau puisse retenir des questions, on va peut-être s'arrêter là. Ouais, 3 c'est bien. Je ne m'exprimerai pas sur la censure, c'est pas mon rôle. Sur la question du wokisme, je me permets juste, et après sur la question du wokisme, je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est que la bataille elle est culturelle, mais elle est aussi sémantique. Quand on voit aujourd'hui l'extrême droite a fait une spécialité, a fait sienne la spécialité notamment de détourner le sens des mots. Ces gens se présentent comme des... Pardon ? Exactement. On s'est fait piquer le mot. Voilà, bonjour. Merci, bravo. Moi, ce que je voulais dire, voilà, c'est juste que de voir les héritiers de la collaboration se présenter comme des résistants, je pense que c'est un non-sens qui devrait choquer tout le monde. Encore une fois, le principe, c'est celui de l'égalisation du relativisme général, du renversement sémantique, de la bataille culturelle. Tout ça, c'est un tout. Mais effectivement, vous, militants, je pense que c'est ça que vous interrogiez sur le fait ou non de reprendre les mots de l'extrême droite, de porter ou non ces combats. Après, de parler aussi avec les concernés, etc. Enfin, j'ai pas de leçon à donner sur ça, je voulais juste apporter cette précision. Et enfin, la première question, merci beaucoup d'être abonné à l'IB. Je vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça fait rire. Ah, super, merci. Moi aussi, mais je paye pas. Pardon. Par contre, voilà, mon cerveau a déjà oublié. La question, c'était celle de... CNews, oui. En fait, on a dit concession de service public sur la base d'un cahier des charges. En fait, C8 était une chaîne qui avait présenté, qui avait été désignée sur la base d'un cahier des charges, essentiellement de divertissement, etc. CNews est une chaîne, et donc, Cyril Hanouna, en politisant son émission, a rompu. Et en devenant, il occupait quasiment toutes les chaînes, toutes les cases d'une journée de la chaîne, a rompu ça. CNews est sur la base d'une chaîne d'information. Alors, je suis d'accord avec vous. Après, ça pose la question de l'interdiction, de la censure, etc. Je ne suis pas l'Arcom. CNews a été beaucoup moins condamné. Voilà, on se targue en France, par exemple, et je pense que c'est une bonne chose. On a une fierté d'avoir une presse engagée, d'avoir une presse qui est non pas orientée, mais engagée, qui porte des combats de gauche, de droite, etc. Est-ce qu'il faut que ce soit pas le cas à la télévision ? C'est pas à moi de le dire. En tout cas, il semblerait, selon l'Arcom, qu'à ce stade, il y ait une différence sur le respect du cahier des charges concernant C8 et concernant CNews. C'est tout ce que... Non, juste, oui, sur la question de la censure. Moi, je trouve que c'est une question... qui me paraît un peu effrayante, hein, quand même, parce que en fait on n'est pas dans un contrôle a priori, on est dans un contrôle a posteriori. Et je crois que si on était sur un régime de censure, c'est une forme de déresponsabilisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez le parti de confier vos propos à une autorité, alors bon, laquelle, qui estime ce qui est recevable ou pas, et ou non, on est publié ou on n'est pas publié. Je crois que ça pose un vrai problème. Et par exemple, sur Twitter, imaginons on confiait ça à des réseaux sociaux type Meta, Twitter, etc. Mais imaginez-vous quand même le caractère extrêmement fermé. Ce serait eux qui définiraient la ligne éditoriale des propos qui pourraient non être publiés. Et je crois qu'il faut véritablement être et rester dans le régime actuel, qui est un régime qui est un bon régime. Après, la question, c'est l'identification, encore une fois. Si vous n'êtes pas identifiable et vous ne pouvez pas être poursuivi, là, ça pose une vraie question. Mais on revient toujours à la même chose. Voilà. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose sur le wokisme. Éléphant dans la pièce, on en entend parler matin, midi, soir. À la base, c'est un mouvement pour l'égalité. Et pour le savoir,
pour le savoir, ce que ces gens aux États-Unis détestent. Le vice-président américain J.D. Vance a dit dans le cadre de la campagne électorale que l'université était l'ennemi. Le combat contre le wokisme est fondamentalement un combat contre le savoir. Parce qu'on veut pouvoir savoir, par exemple, que en fonction de la taille des trottoirs dans les rues, des femmes avec poussettes ne pourront pas passer, que si on n'éclaire pas des dimensions de l'espace public, les femmes vont se sentir en insécurité. Ça, concrètement, c'est du wokisme. C'est le fait d'être éveillé et de voir qu'il y a tout un ensemble de règles dans la société qui ne permettent pas que chacun ait la place qui devrait être la sienne, qu'on soit handicapé, qu'on soit une femme, etc. Mais ce mouvement-là pour l'égalité a été dévoyé par certains qui sont tombés dans des pratiques de ce qu'on appelle le cancel, c'est-à-dire qu'on annule des gens parce qu'eux ne sont pas éveillés et eux ne détiennent pas ce savoir, ou parce qu'ils y sont opposés. Et là, on verse dans l'arrogance du savoir. Si on veut qu'un savoir puisse convaincre, si on veut qu'il soit diffusé, il ne faut pas annuler tous ceux qui, a priori, ne l'ont pas ou le contestent. Il faut rentrer dans un dialogue. L'annulation pure et simple n'est jamais une bonne solution. Et c'est là-dessus que les extrêmes droites ont appuyé en nous disant « mais en fait, vous êtes des censeurs ». Et ça, c'est une chance immense qu'on leur a donnée de renforcer leur lutte contre le savoir et contre l'égalité. Donc ne tombons pas dans ce piège. Si on a un savoir et si on pense qu'il faut le partager et qu'il faut donner à voir, qu'il y a encore plein de discriminations et la façon dont on peut les combattre, il ne faut jamais tomber dans l'arrogance de celui qui sait. Il faut toujours essayer de convaincre et voir qu'il y a encore beaucoup de chemin pour y arriver. Merci à tous les trois. On va prendre 3 autres questions. Merci. Bonsoir. Bonjour. Oula, j'avais fait la même bourde. Du coup, c'était très intéressant. Merci pour vos échanges. J'avais 2 questions. La première, on parle beaucoup de désinformation, de riposte. Est-il vraiment, et notamment je pense par exemple à Libé qui a quitté Twitter, X, est-ce qu'il est vraiment pertinent de quitter X et de laisser proliférer les messages de haine et cette montée du Rassemblement national et des extrêmes droites? Et la deuxième question, ça concerne plutôt sur la régulation, puisque mes cours remontent il y a un long moment, mais je pense que lorsque vous évoquez en disant que, en effet, l'ARCOM peut être saisie, peut également porter des questions et notamment retirer, par exemple, le droit de diffusion. Je pense qu'en fait, le réel problème de la régulation à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de mesure entre le refus de diffuser, enfin, à part mettre des amendes, mais on a bien vu que les amendes ne servaient à pas grand-chose et que ça continuait à fonctionner comme ça. Donc, je pense qu'entre le fait de retirer le droit de diffusion de la chaîne et bien entendu de mettre une amende, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plusieurs étapes et du coup de revoir la régulation et de donner notamment un peu plus de pouvoir aux acteurs de la régulation, comme pouvoir s'ester en justice, etc. Enfin voilà, d'avoir un peu des moyens intermédiaires pour pouvoir réellement endiguer, puisqu'on le voit bien avec ces news, on parle que d'une chaîne d'information, mais qu'il y a quand même un problème de pluralité. Et la base d'une chaîne d'information, c'est qu'il doit y avoir une pluralité, et plusieurs fois ils se sont fait reprendre là-dessus. Donc je pense qu'il faudrait quand même refonder le droit sur la question de Ninuet tout à l'heure. Merci. Oui, merci. C'est une question concernant ce que vous avez dit à la fin, Monsieur Plotu. Le RN a gagné la bataille culturelle faute de combattants en face. Donc ma question est, est-ce qu'il est possible que des militants de gauche, en principe, se mobilisent très fortement pour faire de la contre-attaque, si je peux dire, culturelle, dans cette bataille culturelle, avec des mots chocs ou des choses comme ça. Bon, c'est une chose, ou des phrases chocs, etc. Ensuite, est-ce que cette bataille culturelle est possible sur les réseaux généraux, enfin les plus massifs, comme X par exemple? Ça, c'est une question qui sera aussi évoquée, j'imagine, par Chloé Ridel, étant donné leur algorithme. Est-ce que la contre-attaque de militants qui seraient vraiment engagés, mobilisés sur les réseaux sociaux pourrait passer ou ne pas passer, étant donné les algorithmes en cours? Voilà.
Ouais, je vais aller vite. Je ne vais pas intervenir comme secrétaire national aux relations internationales, mais par contre sur deux outils qui existent et qui, à mon avis, sont utilisables tout de suite. Le premier outil, c'est en fait un travail qui est mené par le CNAGEP, le Comité national des associations de jeunesse d'éducation populaire, qui réunit toutes les orgas jeunesse type Léo Lagrange, les CMA, etc. Et dans ce travail de centre de ressources, il y a énormément d'outils pour accompagner notamment les professionnels qui travaillent avec les jeunes dans les villes, dans les territoires ruraux d'ailleurs, qui, à un moment donné, les aident à déconstruire les préjugés de la jeunesse sur « Ah, mais moi, je me retrouve complètement dans le discours de Bardella, et pourquoi, en fait, ce discours est dangereux ?» Et quelque part, il faut aussi, c'est le deuxième élément que je veux partager avec vous sur l'outillage, c'est il faut regarder ce qui se fait dans les territoires. Il y a énormément d'initiatives. Début avril, il y aura un texte qui va sortir à l'initiative des organisations que je viens de citer, qui s'appelle 1001 territoires pour la fraternité, avec justement des mises à disposition d'un certain nombre d'outils, de ressources en ligne, qui sont déjà, vous pouvez les trouver sur le site du CNAGEP. Cette initiative, elle réunit pas seulement les associations, elle réunit des syndicats, je sais que la CFDT est partie prenante, et d'autres. Il y a aussi des organisations universitaires, des réseaux de recherche qui vont donner un certain nombre de clés de compréhension. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je pense qu'il y a aussi un travail de remise en question de notre manière de procéder. On en a souvent parlé avec Ninou et Sarah. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas être simplement dans une espèce de jugement de valeur par rapport aux femmes et aux hommes qui se retrouvent dans le discours d'extrême droite, parce que c'est un vote d'adhésion qui n'est pas forcément un vote raciste ou sexiste. J'avais expliqué, par exemple, quand on a eu le débat sur la censure qu'on a proposé du gouvernement sur les valeurs, je disais il faut aussi qu'on soit capable de ne pas avoir une posture condescendante par rapport aux électeurs d'extrême droite, mais qu'on ait aussi une compréhension de ce qui, à un moment donné, crée les dynamiques et les motivations électorales. Donc je pense qu'il faut qu'on soit capable de ça, de ce pas de côté, qu'on ne regarde pas les gens avec une forme de dédain en disant « Non, mais de t'es un facho », parce que moi, a priori, je ne parlerai plus avec toute ma belle famille afro-américaine qui vote pour Trump, par exemple. Donc il faut qu'on soit vraiment capable de faire ce pas de côté-là. Merci beaucoup. Alors, je vais juste répondre, ensuite je vous laisserai répondre sur faut-il quitter X ou pas, parce que moi, ça m'a beaucoup travaillé cette question. Et en fait, j'ai essayé d'être sur Blue Sky et je me suis beaucoup ennuyée. Parce que l'objet de mon attention, je tweete toute la journée sur l'extrême droite. Je suis arrivée sur Blue Sky, Bardella, il avait son compte, il l'a supprimé au bout d'un mois. Marine Le Pen, elle est restée une semaine. Je me suis dit, je vais parler à qui alors ? C'est qui que je vais attaquer? Je peux même pas mettre son arrobas pour l'identifier. Donc je me suis dit, je vais faire les deux. Je reste sur X, et pour les camarades qui ne peuvent pas me suivre sur X parce qu'ils ont décidé que la haine qui s'y trouve est trop intense, ils peuvent quand même me lire sur Blue Sky. Mais voilà, enfin ça c'est... Je crois que tu y es encore toi, Pierre, sur X. Ouais, je vais vous laisser répondre du coup aux autres questions. Sur la question de la régulation et de la pluralité, moi je pense à titre personnel que les sanctions qui sont prévues par les textes pour les outils, si vous voulez, pour l'ARCOM, sont adaptés. Parce qu'on voit, par exemple, avec C8 qui est fermé parce qu'il ne respecte pas son cahier des charges. Et en fait, c'est une conséquence logique. Et il y a une gradation, parce qu'en effet, on n'est pas arrivé du jour au lendemain à fermer, à ne pas renouveler. Vous voyez, j'ai encore le narratif qui est que ça a été fermé. Non, c'est pas renouvelé parce que on a eu 3,5 millions d'euros qui est une amende avec les propos qui ont été tenus contre Louis Boyard, les multiples mises en demeure et rappels au règlement, si on veut, et après le non-renouvellement de la chaîne. La vraie difficulté, je pense, et c'est ça, c'est l'angle mort, c'est-à-dire qu'en fait, quand on diffuse des fausses nouvelles, d'extrême droite, eh bien, il faut être responsable à titre personnel. Et c'est l'article 27 de la loi de 81, qui, comme je vous le disais, est réservé au parquet. Et en fait, si on est diffuseur de mauvaise foi de fausses informations et qu'on est frappé au portefeuille, c'est différent. Et c'est à titre personnel. C'est-à-dire que vous diffusez, c'est pas la chaîne qui paye, c'est vous. Et donc je pense que ce serait peut-être un outil important pour mieux réguler et mieux prendre en compte la diffusion de fausses nouvelles. Et je crois que sur la question du pluralisme, l'ARCOM y veille aussi, avec toute la difficulté de est-ce qu'il faut se rendre ou non sur ces chaînes, participer à leur audience. Et bien ça, c'est une question politique et c'est pas de mon ressort. Voilà.
Ensuite, juste sur la question faut-il quitter X, je pense que c'est une question qui dépend en fonction de qui on parle. Est-ce qu'on parle d'un acteur, par exemple un journal, Libération a quitté X, après avoir consulté, c'est une décision aussi de l'interne, hein, de nous les journalistes, des équipes de Libération. Moi, personnellement, je n'ai pas quitté X parce que mon métier, c'est de diffuser de l'information, enfin c'est de la créer, de regarder... d'écrire une fenêtre sur le monde derrière je considère que ça fait partie de mon métier aussi d'essayer de la rendre accessible et donc Blue Sky est un outil très important, d'ailleurs les experts le disent, pour un journaliste engagé à gauche tel que je le suis, être sur Blue Sky est plus bénéfique en termes d'image de marque, si on veut réfléchir comme ça. Parce qu'on est sur un public fondamentalement plutôt de gauche et donc plutôt réceptif. Mais c'est important de rester sur X, parce que c'est important que continue à exister aussi sur X une information au milieu d'un marasme de propagande. Voilà ce que je pense. Après, est-ce que c'est... Pardon. Merci. Et sur la question de est-ce que les militants doivent s'en emparer, encore une fois, c'est pas à moi de le dire. Je suis là pour vous partager la connaissance que je pense avoir accumulée au fil du temps. Par contre, effectivement, c'est vrai que quand on regarde l'historique, l'extrême droite théorise quelque chose en faisant de la rétro-ingénierie de la gauche, s'en empare, on peut parler du gramscisme, mais on peut parler aussi de l'esprit canal avec l'humour, s'en empare, va faire fructifier cette chose-là, mobiliser, créer un écosystème, et on en voit les fruits aujourd'hui. Après, c'est à vous, militants, de vous poser la question, et responsables, est-ce que oui ou non, vous avez envie peut-être de calquer un modèle qui a fait ses preuves ? On va prendre encore les 3 dernières questions, vraiment désolé, parce qu'après, il y a l'heure du déjeuner. Et on pourra de toute manière échanger, hein, après, on reste disponible. Oui, bonjour, je suis journaliste à France Télévisions et les dernières élections ont été un peu un révélateur, là je parle de la dissolution et des législatives, sur la fragilité de nos entreprises de médias publics. On s'est rendu compte déjà en interne que certains, les langues se déliaient quand l'extrême droite était en position de force. Et aussi, on s'est rendu compte de notre vulnérabilité réelle. On sait que c'est le cas dans beaucoup de pays européens. Voilà, donc est-ce que c'est pas... Vous avez parlé d'impensé tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas un réel impensé sur le statut et l'indépendance des médias publics en France ? Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai une réaction sur justement cette notion de liberté d'expression. C'est une phrase qui a été publiée dans les colonnes du Figaro le 20 janvier 1945 et qui disait « Les mots ne sont pas des jouets. Ils blessent et, souvent, ils tuent ». C'était au lendemain du procès de Robert Brasillac, qui avait été le rédacteur en chef de Je suis partout. Et j'ai une question également sur la désinformation de masse. Elle a commencé par dénigrer l'information. On peut se souvenir de cette phrase qui était « Dans le monde, tout est faux jusqu'à la date ». Et on a ce courant de l'extrême droite qui va dénigrer Libération, un journal d'islamo-gauchiste, qui va dénigrer France Inter. D'ailleurs, les positions qui ont été de vouloir vendre le service public, et on peut supposer que le premier qui se positionnerait pour l'acheter, ce serait Pierre-Édouard Thérin. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut également redonner confiance dans l'information en considérant également un élément, c'est la fatigue informationnelle qui s'est développée ces dernières années. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour ces débats. Je voulais poser une question à Chloé Ridel pour avoir votre avis sur les marges de manœuvre de cette commission spéciale qui a été mise en place au sein du Parlement européen, qui s'appelle Commission spéciale sur le bouclier démocratique, qui est présidée par la macroniste Nathalie Loiseau, et dont un tiers de ses membres, il y a 33 membres, est noyauté par l'extrême droite. Et voilà, cette commission est supposée par eux être justement un outil de censure. Je voulais connaître un petit peu votre position par rapport à cette nouvelle commission. Merci. Je
peux répondre tout de suite. Merci beaucoup pour cette question. En fait, au Parlement européen, vous l'avez remarqué, l'influence des groupes d'extrême droite, la taille des groupes d'extrême droite est sans commune mesure. Aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire du Parlement européen, vous avez une majorité de droite et d'extrême droite. Et les 3e et 4e plus grands groupes sont respectivement des groupes d'extrême droite. Le 3e plus grand groupe du Parlement européen est celui présidé par Jordan Bardella. Il s'appelle le groupe des Patriotes. Nous, on évite de dire ça parce qu'on considère que ce ne sont pas des patriotes, dont on dit PFEU, qui est l'abréviatif de leur groupe. Et le problème, c'est que quand vous créez une commission spéciale au Parlement européen, vous avez une règle très démocratique qui est qu'il y a une répartition des sièges au sein de la commission en fonction des équilibres de la Chambre. Et donc, fatalement, évidemment, vous avez des députés d'extrême droite. Après, on applique un cordon sanitaire pour éviter quand même, que l'extrême droite puisse accéder à des vice-présidences ou à des présidences de commission. Pour l'instant, ça a toujours fonctionné. Donc on peut quand même s'en réjouir. Mais vous avez raison de dire qu'au Parlement européen, les extrêmes droites sont des relais très actifs de la propagande de Trump et d'Elon Musk. On a des députés qui, tous les 4 matins, nous invitent à signer des courriers pour que Elon Musk soit invité à s'exprimer devant le Parlement européen à la session plénière, comme si c'était un chef d'État. Je ne sais pas pourquoi on l'inviterait. Jordan Bardella qui nomme Elon Musk au prix Sakharov, ça j'espère que vous avez bien compris l'information parce que il faut la répéter, elle est tellement choquante. Moi, j'en croyais pas mes yeux. Donc ils sont dans non seulement l'acceptation de cette ingérence, mais le relais de cette ingérence. Et il faut les démasquer. Une de leurs paniques ces derniers temps, ça a été de dénoncer les quelques milliers d'euros de subventions européennes qu'ont touché des ONG à Bruxelles, des ONG écolos. Et Jordan Bardella et le reste de l'extrême droite, et même de la droite classique, ont dit « Mais c'est un scandale, vous vous rendez compte ? On finance ces ONG avec notre argent pour qu'ensuite ils nous lobbyent pour qu'on fasse le pacte vert et c'est monstrueux, au secours, mon Dieu !» Pendant ce temps-là, évidemment, ils ne disent rien des millions d'euros que dépensent Apple, Google et toutes ces entreprises-là, et les entreprises fossiles et Total, pour le lobbying à Bruxelles. Là, ce n'est pas quelques dizaines de milliers d'euros, c'est des millions et des millions d'euros par an. Mais ça ne les dérange pas, évidemment. Ce qui les dérange, c'est qu'on puisse aider au fonctionnement de ces organisations d'intérêt général. Donc vous voyez bien que la liberté d'expression est toujours à géométrie variable, et donc il faut dénoncer ce 2 poids, 2 mesures, mais on est au front, vous inquiétez pas, on tient la ligne pour l'instant et on est mobilisé jusque dans les 5 prochaines années que dure ce mandat. Alors c'est peut-être l'heure de conclure. Il y a plusieurs idées que j'ai retenues, mais il y en a une en particulier. Alors il y a Pierre Eugène avec la loi et les cadres législatifs. C'est pour ça qu'on s'était dit avec Sarah que ça serait bien pour les camarades qui notamment vont rentrer en campagne pour les municipales, qu'ils aient un guide pratique des courriers à faire, comment faire un droit de réponse, comment faire un référé. C'est le genre de choses dont on n'a pas connaissance, et enfin, c'est même pas qu'on ne sait pas le faire, c'est que des fois, on ne sait même pas que ça existe. Moi, quand je me suis lancée dans les municipales en 2020, je ne savais pas du tout, mon maire fait quelque chose d'illégal, et je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire un référé pour attaquer certaines choses. Donc, il y a ça. Il y a une autre idée, et là, je rebondis sur ce qu'a dit Pierre, sur le fait de ne pas retweeter, mais à la limite, si on veut rapporter la parole de quelqu'un, on fait un screen ou on le cite. Peut-être que ça ne serait pas inutile qu'un jour on fasse un guide du numérique des bonnes pratiques face à l'extrême droite. Parce que je me rends compte qu'on n'a pas tous le même niveau d'information sur l'éducation au réseau et la manière dont on doit se comporter vis-à-vis de l'extrême droite. Par exemple, comment sécuriser son compte Twitter. Moi, par exemple, les personnes ne peuvent pas me répondre. Et ça permet de mettre un filtre quand même sur la haine qu'on peut se prendre dans la figure quand on est sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres idées que je vais noter qu'on va remettre dans notre conclusion. Toujours est-il que je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde. Merci à tous les 3.
Je pense qu'on a vraiment abordé le problème dans sa totalité, sa complexité. Et c'était intéressant pour nous, pour la suite, avec Sarah, pour continuer à alimenter les camarades de guides pratiques et de bonnes pratiques aussi. Donc là, maintenant, c'est l'heure du déjeuner. Je sais que vous avez tous faim. Et on se retrouve à 14h pour l'ouverture de l'après-midi avec Lamia El Haraj. Et ensuite, il y aura la table de Sarah Kerich qui s'intitule, alors, en Europe comme dans nos communes, sortir de la tétanique, convaincre et agir. À tout à l'heure et on est disponible pour vos questions si vous souhaitez nous parler. Merci.